Salut les chouïas. Alors, franchement, Mohamed Amra s'est fait soulever. Ça y est, il s'est fait arrêter, il est cuit. Il n'aura plus jamais la possibilité de s'échapper, vous imaginez bien. Alors, bon, après 9 mois de cavale, est-ce que ça en valait le coup? Je suis pas sûr, compte tenu des charges qui pèsent désormais contre lui. Est-ce que ça en vaut jamais le coup? Mais tuer deux agents pénitentiaires, ça y est, là, c'est la perpétuité avec une peine incompressible. Il n'y aura pas de possibilité, alors que le trafic de stupéfiants, c'était relatif. Il avait la possibilité, moyennant le fait de se payer un bon avocat, de se retrouver sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique à un moment, moyennant le fait d'une bonne conduite. Bon, moi, j'ai aucune peine pour lui, j'ai rien contre lui, si ce n'est que oui, il a ôté la vie des agents pénitentiaires et c'est extrêmement grave, mais je veux dire, par nature, bon, il fait du stup, ça existe, on n'est pas immature, on sait que ça existe, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, il a sûrement déjà été remplacé depuis longtemps dans ses fonctions de trafiquant. Bon, c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un trafiquant de stupéfiants, c'est un commerçant, c'est un affairiste qui travaille dans un domaine ultra-libéral où la concurrence est extrêmement sévère et violente, c'est-à-dire qu'on tue pour... on est destitué par le meurtre. On peut pas, on vend pas son fonds de commerce, la marchandise est extrêmement chère, donc c'est un risque permanent. C'est un métier qui rapporte beaucoup, mais entre le risque d'être balancé, de tomber en prison, de se faire de se faire dessouder par la concurrence, etc., etc. Je veux dire, objectivement, je pense pas qu'on puisse mener une vie heureuse si on ne sait pas s'arrêter dans ce domaine-là. Après, ça fait partie pleinement, les autorités le reconnaissent, de la vie de certains quartiers populaires. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où l'État, malheureusement, n'a pas la possibilité de permettre aux uns et aux autres d'accéder à des emplois dignes, et donc ils savent qu'il faut compter avec l'économie souterraine, et en l'occurrence le trafic de stupéfiants. Bon, Mohamed Amra, c'est quelqu'un qui s'est mis en couple avec une jeune fille, qui était une jeune fille fort, je dirais, honorable, hein, qui avait absolument pas d'antécédents, qui était une jeune fille qui était amoureuse de lui. Je pense que c'est quelqu'un qui avait du charisme, c'est le rôle du mauvais garçon, ça plaît aux filles, il avait de l'argent. Donc voilà, et puis il a entraîné dans sa chute cette jeune fille en prison. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une complicité, j'ai plus le détail, il y avait une émission qui était passée là-dessus, mais je crois qu'elle est emprisonnée dans la région marseillaise, il me semble, au Baumette même plus précisément. Bon, voilà, il a pas seulement gâché sa vie, il a gâché aussi la vie d'une jeune fille qui était juste amoureuse de lui et qui s'est retrouvée dans le collimateur, comme ça arrive souvent des services de police judiciaire, puisque j'ai déjà entendu effectivement au cours de ma vie et de ma carrière des cas similaires, hein, où bah voilà, le type, pour faire diversion, va emprunter la voiture de sa copine sans le lui dire, sauf que la voiture, elle est immatriculée, donc la police judiciaire, il relève, et puis ils se disent, tiens, il y a une complicité, est-ce qu'elle l'a fourni décemment ou pas? Et puis quand bah, il y a une interpellation, elle se fait interpeller avec lui, et les policiers lui disent, oui, alors, vous lui avez prêté votre voiture, hein, vous avez donc il y a une complicité, parce vous savez ce qu'il y avait dans le coffre. Et elle dit, ah non, je savais pas. Ah bon, alors il vit de quoi votre copain? Bah, je sais pas, c'est quoi votre train de vie? Regardez, on vous a pris en photo, restaurant, vacances, Thaïlande, voiture de luxe, etc. Alors, je comprends pas, vous lui avez pas demandé ce qu'il faisait dans la vie, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, et voilà. Donc tu vois, c'est très compliqué, hein. Il y a malheureusement un pacte avec le diable n'est jamais sans conséquence. Quand tu vends de la drogue, tu profites de la misère humaine. Il y a des femmes qui se retrouvent à vendre leur charme pour pouvoir payer leur dose. D'ailleurs, c'est comme ça que les réseaux de traite humaine fonctionnent. Il y a des mecs voilà, qui tuent, qui volent pour se payer pour voir à leur consommation, etc. Donc, tu vis en fin de compte d'une énergie maléfique et tu peux pas tirer bénéfice de cette situation. Alors, il y a quelques cas de rescapés qui ont investi par la suite dans la restauration, etc., etc. Mais bon, vous savez, il paraît que Dieu est miséricordieux et qu'il accepte le repentir. Donc, moi, je me garderai de juger ça. Mais en tout cas, voilà. Après, donc Mohamed Amra, bon, moi, je lis toujours entre les lignes. La version officielle ne me convainc pas du tout et de toute façon, elle est fausse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, samedi, dans l'après-midi, on a une dépêche qui tombe. On nous dit, ça y est, Mohamed Amra a été interpellé. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé. Puis il y a des journalistes qui disent, oh là là, mais Bruno Retailleau, il en a marre. Il communique alors que seul le parquet est habilité à communiquer sur des dossiers comme celui-là. Et puis il y a des journalistes qui disent, oui, alors tous les complices, maintenant, ils vont prendre leurs précautions. Puisqu'ils savent qu'il a été interpellé, ben voilà, ça va entraver l'enquête, etc. Bon, faut pas les prendre pour des jambons, comme qui dirait, ou des lapins de 6 semaines. Ce sont des gens extrêmement avisés.
je pense que Bruno Retailleau n'aurait pas communiqué sans l'aval du parquet, ni même sans l'aval des services de police judiciaire. Au moment où l'information lui est transmise, c'est pas le type qui va aller se précipiter sur Twitter pour aller communiquer sur l'arrestation de l'ennemi public numéro un. Donc je pense qu'il est quand même, voilà, je vais pas dire qu'il est pas stupide, j'en sais rien, je le connais pas personnellement, mais je ne le pense pas. Voilà, je pense que c'est quand même quelqu'un de raisonnable. Donc tout ça, c'est effectivement une mise en scène. Moi, je pense que samedi après-midi, au moment où il annonce comment dire, voilà, le fait que l'interpellation de Mohamed Amra, alors il y a plusieurs scénarios. Moi, ce dont je suis certain, c'est qu'à ce moment-là, tous les complices de Mohamed Amra avaient aussi été localisés, logés, identifiés. C'est-à-dire qu'au moment où il se permet de faire l'annonce, tous les complices sont logés, identifiés, surveillés, etc. Sauf que dans la première phase de l'enquête, les policiers partent de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, l'ADN ne parle pas, les empreintes digitales ne parlent pas, la vidéosurveillance ne parle pas. Il est introuvable, ni lui ni ses complices. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils attendent, ils cherchent, ils trouvent pas. Donc moi, je me souviens d'une dépêche qu'on pourra facilement retrouver, où quelques mois après, c'est-à-dire 4-5 mois après après son évasion, on nous dit qu'on a retrouvé dans la Seine des fragments d'un corps humain, d'un cadavre, et l'ADN suggère qu'il s'agirait du corps de Mohamed Amra. Donc il aurait été finalement libéré pour être exécuté, ce qui aurait protégé certains de ses complices. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc du coup, lui, il voit ça dans la presse. Il se dit, bah super, Royal au bar, il croit que je suis mort. Donc j'ai plus qu'à disparaître, à me procurer une nouvelle identité dans un pays qui accepte la corruption, et puis voilà, de me faire oublier, puis je reviendrai par la fenêtre au moment le plus opportun. Mais puisque la police me croit mort, j'existe plus nulle part, parfait. Donc le mec, naturellement, il y croit, mais il reste quand même prudent. Donc moi je pense que bon, on nous a dit que la Roumanie n'était qu'une étape dans son parcours. C'est possible, c'est possible. S'il a emprunté ce circuit, je pense qu'il est il était peut-être partant pour la Turquie, ce qui est une possibilité. Bon, sachant que la police turque, c'est quand même pas détendre, hein, les Roumains non plus, on a pu le voir. Mais vaut mieux les Roumains que les Turcs, hein, entre nous. Donc voilà. Moi, d'intuition, je dirais qu'il se dirigeait vers la Turquie, peut-être pour regagner éventuellement l'Algérie, un pays du Moyen-Orient, Dubaï, quelque chose. Sachant que Dubaï est truffé d'anciens délinquants, c'est un pléonasme reconverti en indicateur de police. Hein. Je veux dire, il y en a plein, c'est le lieu, c'est the place to be. Voilà. Alors, comment fonctionne la police judiciaire française? C'est en fait des gens qui appartiennent à une institution d'un pays qui est ancien, avec une police d'une tradition ancienne, et d'un État fort. Un État fort qui possède un pays avec un capital extrêmement attrayant, c'est-à-dire une puissance économique mondiale, avec un système administratif puissant qui fonctionne, c'est-à-dire qu'un passeport européen vous donne accès au monde entier, vous pouvez quasiment résider sans difficulté dans tous les pays occidentaux, asiatiques, etc., avec une carte d'identité française. Vous avez une justice qui fonctionne. Alors, elle n'est peut-être pas toujours bienveillante, mais elle fonctionne à peu près. Vous avez un système de santé, une couverture sociale, vous avez un système d'éducation pour les enfants, vous avez des loisirs à profusion, de la montagne, la mer, vous avez de la culture, ce qui n'existe pas dans certains pays. Vous avez une monnaie forte, hein, puis la possibilité d'aller en vacances partout. C'est-à-dire que la France est un pays autosuffisant dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que demain, on décrète la fermeture des frontières dans tous les pays du monde. Les Français sont à peu près autosuffisants en matière de loisirs, en matière de plein de choses. C'est pas le cas de tous les pays. Hein. Je veux dire, les gens du Moyen-Orient, par exemple, vous allez dans des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., ils viennent beaucoup à Paris, hein, parce que et en France d'ailleurs, parce que bah il n'y a pas de loisirs là-bas, il n'y a pas de culture, il y a rien d'attrayant. Je veux dire, une fois que tu as mangé ton millième shawarma dans le mois ou dans la semaine, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Voilà, y a pas, c'est que de la consommation, mais il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de nourriture pour l'esprit. Voilà. Donc, du coup, bah, la France, ça reste un pays quand même où il vaut mieux, où il fait bon vivre en sécurité. Je veux dire, quand t'as pas d'emmerde, etc., et puis que tu gagnes ta vie, que tu as de l'argent à dépenser, bah, c'est un pays quand même où la vie est quand même relativement agréable. Les Françaises sont sublimes. Donc, voilà, donc il y a plein de choses qui font que bah, dans la tête d'un délinquant lambda, c'est quand même une monnaie d'échange. C'est-à-dire l'envie de rester en France. Donc, bon, tu te barres au Maroc, ça va. L'Algérie, tu te barres, par exemple. Alors, je ne fais pas une fixation sur l'Algérie, mais ceux qui ont vu mon premier Thinkerview, ils ont bien vu que j'avais cité
un procès qui avait été encadré par mon service à Bobigny, celui du chanteur Chab Mami. Bon, Chab Mami, il était en Algérie au moment où la plainte a été déposée contre lui. Et il a voyagé jusqu'en France pour se soumettre à la justice française alors qu'il était citoyen algérien. Pour pouvoir être jugé, il a accepté de faire 5 ans de prison en France pour pouvoir continuer à vivre en France. C'est-à-dire qu'il a mis 5 ans de sa vie entre parenthèses, en plein milieu d'une carrière, etc. Parce qu'il fait tellement bon vivre en France que la majorité des gens, alors moi je parle de ce que je connais, préfèrent la prison en France, parfois à la liberté malheureusement dans certains pays, dont l'Algérie. Donc Mohamed Amra, je crois qu'il était d'origine algérienne. Bon, voilà, il ne va pas aller avec ses centaines de milliers d'euros en Algérie. Je veux dire, il va s'ennuyer, il va se tourner les pouces, il va rien faire. Il va mettre un pied au Maroc ou en Tunisie, il y a un mec qui va le balancer là-bas et puis il va se faire soulever dans la minute. Donc il pensait qu'en Roumanie, il y avait une sorte de compromis, un ancien pays communiste avec beaucoup de corruption, etc. Donc il pensait être tranquille là-bas un certain temps. Donc voilà. Jusqu'à ce que, à mon avis, il y a une personne, alors soit un complice, soit un proche, soit un concurrent, qui l'a balancé. C'est-à-dire qu'il n'a pas organisé sa fuite tout seul, il a été aidé. Donc il y a une des personnes qui l'a aidé, qui a participé à son transfert, à son évasion, à sa fuite, qui a dû, à mon avis, se faire avoir dans une autre affaire et qui a dû négocier en disant, bon, bah voilà, moi j'ai une information, par contre, elle est très chère, je la vends cher, c'est celle-là. Donc si vous voulez que je vous dise où il est, je veux être tranquille, je veux de l'argent, je veux mes papiers, je veux ci, je veux ça. Voilà. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce sont des commerçants, les trafiquants de stupes. Ce ne sont pas des gens solidaires, entre amis, la famille, le sang. Ça, c'est du vent. Ce sont des négociateurs, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt. Voilà. Donc, dont Ahmed Amra, hein, je veux dire, il aurait fait la même chose. Donc, il a été balancé. Et je pense que, alors, soit il a été balancé en même temps que tous ses complices, mais comme il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas d'éléments matériels, il n'y avait pas de preuves, on avait. À partir du moment où on sait qui c'est, il faut aussi pouvoir les confondre. Eux, ils vont dire que c'est pas eux, ils vont se payer des bons avocats parce qu'ils ont de l'oseille. Donc, il fallait organiser leur déroute pour pouvoir garantir leur placement en détention provisoire avec un dossier béton. Donc une fois qu'ils les ont tous eus, alors ils ont interpellé Mohamed Amra, ils ont fait savoir qu'ils l'avaient interpellé, mais les complices étant sous surveillance, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils se sont dit, bon, c'est bon, on a un laps de temps très court pour pouvoir, avant de se faire balancer par Amra, on va essayer de se fuir, d'organiser le truc. Et naturellement, comme ils étaient surveillés, l'intention de fuir le début d'exécution, on va dire, de cette fuite, a constitué un élément incriminant pour eux. C'est-à-dire qu'on leur a dit, oui, mais attendez, nous, on vous surveillait. Dès qu'on a annoncé l'arrestation d'Amra, comme par hasard, tu as essayé de te sauver. Donc, t'es pas innocent. Si t'es innocent, t'essayes pas de te sauver. Donc, je pense qu'il y a des coups de fil, ils ont meublé ça, il y a eu des communications téléphoniques, il y a eu des trucs. Mais voilà, ils sont cuits. Ils sont tous cuits, du premier au dernier. Alors, soit Mohamed Amra a été interpellé tout seul, parce que voilà, il a été le seul, dans un premier temps, à avoir été confondu, balancé. Et c'est lui qui a balancé ses complices. Et à ce moment-là, ils ont juste différé l'annonce de son interpellation, c'est-à-dire qu'il s'est fait gauler, puis on lui a dit, bon, t'inquiète pas, allez, vas-y, t'as 48 heures, tu nous donnes tout, et puis dans 48 heures, on va scénariser une interpellation, et puis voilà, on va l'annoncer partout, et puis comme ça, voilà, on va faire ce qu'il y a à faire. Soit ils n'ont pas eu besoin de lui, donc ils l'ont interpellé, et puis ses complices étaient déjà, en fait, dans le panier à crabe, si je puis dire, et donc, du coup, le panier à salade, même, on dit. Et que donc, pour le coup, voilà, c'était juste une question de temps. Et puis leur réaction a conforté les enquêteurs dans l'idée que c'était bien les bonnes cibles. Voilà. Donc, vous savez, la police judiciaire, c'est des malins, c'est pas des ânes. Il ne faut pas penser que voilà, les gens peuvent les confondre comme ça. Il y a des procédés. Alors, il y a des avocats. Les avocats, j'en ai plutôt une bonne image. Ça dépend desquels. J'aime pas les avocats médiatiques, honnêtement, avec le recul. J'ai été, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai été pendant un certain temps une personne médiatique, donc effectivement il y avait pas mal d'avocats qui voulaient me représenter. Maintenant que j'ai disparu des médias, ils n'ont pas eu spécialement la politesse de dire que voilà, mes dossiers les intéressaient pas. Donc voilà, ils ont juste un peu de visibilité, et puis après on décarpille. Donc pour le coup, c'est pas grave, hein. Moi j'ai aujourd'hui un avocat qui me convient très bien, mais par contre, comment dire, les avocats, voilà, ils sont là pour vendre de la procédure. Eux, c'est peut-être pas forcément
leur intérêt que les choses se passent bien pour vous, parce que plus on va ouvrir de dossiers, plus peut-être ils vont être obligés de vous facturer des honoraires, des confrontations, des dossiers, des instructions, des mémoires de défense, etc. Donc l'avocat, c'est votre allié dans une certaine mesure, mais il est là pour vendre de la procédure. C'est pas votre ami, ça peut être votre ami hein, occasionnellement, mais je veux dire, c'est des liens qui sont difficilement compatibles. C'est voilà, quand vous êtes pris comme ça dans une affaire, surtout dans du stup où on sait qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup de liquide, vous devenez en fin de compte le dindon de la farce. C'est-à-dire que les avocats sont intéressés à vous défendre parce que vous avez du pognon, en plus du liquide, donc ils vont vous payer. La relève sur le terrain est intéressée, donc eux ils vont fournir des éléments pour vous incriminer, puisque pendant la détention provisoire vous êtes derrière les barreaux, donc le marché est libre à l'extérieur. La police ils sont contents de faire une bonne affaire. Vous voyez, vous avez que des ennemis en fait, vous vous retrouvez complètement isolé. Bon, si vous avez une famille avec une femme qui vous aime, qui vient vous voir au parloir, c'est plutôt bien, mais Mohamed Amra, à mon avis, vu la durée d'incarcération, je pense que malheureusement, il n'y aura pas grand monde pour lui rendre visite, à mon avis. Hein. Donc bon, voilà, c'est quelque chose à réfléchir. Parce que ça serve de leçon et d'éléments de réflexion aux uns et aux autres. On a tous regardé Scarface, mais vous savez comment ça finit à la fin. Donc voilà, donc écoutez, moi je pense que... alors je ne suis pas dans... on va dire un adepte du complotisme à dire oh là là la version officielle, je pense que objectivement ça n'a pas pu se passer comme ça. Voilà, Bruno Retailleau comme ça qui s'empresse d'aller devant les caméras pour dire ça y est on l'a eu, mettant en risque et en péril le bon déroulement de l'enquête, j'y crois pas une seule seconde. Les journalistes font semblant mais à mon avis eux-mêmes n'y croient pas non plus. Voilà, je vous embrasse, bonne journée à tous, salut.